Bienvenue sur les antennes de Canal 7, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce programme avec vous. Un programme culturel qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement parlant à travers le continent africain et le monde en général. Alors, je vous amène regarder le sommaire. En Algérie, le rock résiste au carcan de la culture officielle. Ouverture du festival de cinéma de Carthage sous surveillance en Tunisie. Au Zimbabwe, le titre de Mr. Mosh 2015 décerné à Maison Serrée. Un orchestre pakistanais à dos de chameau rêve de grandeur. Le Népal peine à garder ses jeunes artisans après le séisme. Un Nigérian gagne le championnat du monde de Scrabble en anglais à Sydney. Les escales documentaires de Libreville à l'Institut français du Gabon célèbrent du 23 au 29 novembre son 10e anniversaire. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça exactement Culture 7 le Mag. En Algérie, le rock résiste au carcan de la culture officielle sur un rare festival de rock et de métal. Ouverture du festival de cinéma de Carthage sous surveillance, la Tunisie étant ciblée par la mouvance djihadiste. Regardez ces images et juste derrière, on est ensemble. Un festival de métal en Algérie, une image peu commune dans ce pays conservateur. Le métal algérien est né dans les années 90, en pleine période de terrorisme islamiste. Mais depuis, les groupes de métal et hard rock sont isolés. Je pense qu'un soutien de l'État serait bienvenu et vraiment souhaité, parce que là, on peut faire ce qu'on peut, mais au bout d'un moment, on a besoin d'aide. Et l'aide, lorsqu'elle vient de l'État, c'est parfait. Il a fallu 4 ans pour réunir ces groupes français et algériens à Constantine pour le Fest 213. Mais pour les fans et musiciens, c'est un chemin de croix pour soutenir leur groupe préféré. Les salles de répétition et de concert leur sont souvent fermées et les plus conservateurs les accusent de satanisme. C'est une musique de violence satanique. C'est généralement ce qu'ils disent, que je voue une adoration à Satan, alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Avec la patience, les mouvements alternatifs algériens réussissent à contourner les interdictions pour organiser ce festival, notamment grâce à des collectifs associatifs très organisés et à une mobilisation sur Internet. Une musique qui veut se faire sa place, elle doit se battre comme toute autre chose. Si on veut intégrer quelque chose à notre culture, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut du courage et il faut de l'investissement. L'État algérien craint le développement de ces musiques trop occidentalisées. Il préfère encourager des musiques traditionnelles qui dominent la scène artistique et qui renforcent l'identité arabo-musulmane du pays. Les 26e journées cinématographiques de Carthage, qui se veulent une vitrine du film engagé d'Afrique et du monde arabe, ont débuté samedi dernier sous haute surveillance, la Tunisie étant ciblée par la mouvance djihadiste extrémiste. Un événement annuel conduit par Brahim Letaïf qui entend ancrer les journées cinématographiques de Carthage dans leur territoire arabo-africain, tout en mettant l'ouverture sur les cinématographies du monde, celles qui partagent le souci d'indépendance et d'expression culturelle. Le cinéma, bien sûr, il est là encore plus. Il est là pour affirmer notre désaccord ou bien notre refus de cette dictature qui s'installe, obscurantiste, et qui s'installe petit à petit. Avec comme invité de marque pour la cérémonie d'ouverture des cinéastes africains et européens, des hommes politiques ainsi que des vedettes du cinéma arabe ont défilé en tenue de soirée sur le tapis rouge avant d'accéder à la Bonbonnière, ancien théâtre de Tunis, aménagé pour cette manifestation. I think it's a wonderful thing to see that we are continuing to prove that cinema, language, is what unites us, while terrorism is what segregates and tries to make us, two parties. Un festival qui est en même temps une forme de compétition compte 81 films, dont 17 longs métrages, 13 courts métrages et 16 documentaires en liste pour le premier prix, le Tanit d'or, du nom d'une déesse carthaginoise.
La sélection était surtout axée sur la nouveauté, sur les premières œuvres. Et ça, c'est un choix du comité artistique qu'on a essayé de respecter et qui a donné ses fruits quand on voit aujourd'hui les 18 films en compétition officielle pour le Grand Prix. Cette 26e édition intervient après une succession d'attaques djihadistes dans le pays ayant visé des touristes ainsi que des policiers et des militaires. Il faut s'occuper de la culture, il faut s'investir dans la culture pour combattre tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on est en train de vivre. Jusqu'au 28 novembre, 350 films du monde entier seront proposés aux cinéphiles. Au Népal, la reconstruction des monuments culturels détruits par le séisme piétine face à la pénurie de jeunes artisans qui se détournent de cet art ancestral transmis de génération en génération. Un orchestre pakistanais à dos de chameau rêve de grandeur. Regardez ces images. Derrière les célèbres monuments du Népal, des siècles de traditions transmises de génération en génération. Après le séisme qui a ravagé la vallée de Katmandou en avril 2015, cet artisanat est plus que jamais sollicité et difficile à trouver. Comme beaucoup de menuisiers, Harry a tout appris de son père, un savoir-faire qu'il a peur d'emporter dans sa tombe. Je leur ai dit de reprendre le flambeau, que c'est notre profession depuis des générations. Mais mes enfants me demandent pourquoi ils devraient continuer, juste parce que nos ancêtres faisaient ça. Ils me demandent pourquoi ils ne pourraient pas faire un autre métier. Le fils d'Harry est aujourd'hui comptable, un choix de carrière motivé par le faible salaire et le manque de reconnaissance du métier d'artisan. Malgré tous les efforts requis par ce travail, la situation est telle qu'il faut se battre pour toucher sa paye. Il y a du prestige et du respect, les monuments, l'art et la culture sont les trésors de ce pays. Mais vraiment, les artisans sont mal considérés. Les temples et palaces népalais attirent des foules de touristes, une source de revenus vitale pour le pays. Pour les experts, il y a donc urgence à restaurer ce patrimoine. Nous avons besoin de trouver des maîtres artisans et de les inciter à former de nouveaux artisans. Si l'on n'y parvient pas de façon satisfaisante, nous ne pourrons rien reconstruire. Nous parlons de millions de dollars, mais sans artisans, nous ne pouvons rien rebâtir. En 1934, les artisans avaient joué un rôle crucial dans la reconstruction de Katmandou, ravagée par un séisme d'une ampleur similaire. Mais cette fois, à défaut de mesures pour améliorer leurs conditions de travail, ce savoir-faire pourrait disparaître. Et avec lui, l'héritage culturel du Népal. Inspection des troupes, dernière retouche, et le spectacle peut commencer. Cet ensemble fait la fierté de l'armée pakistanaise, un orchestre de cornemuses à dos de dromadaire rattaché à l'unité des rangers du désert du Pendjab. Les frères ennemis indiens ont une fanfare similaire dans leur armée, mais leurs camélidés à eux transportent des cuivres. Si mes hommes disent que notre ennemi, nos homologues, ont un orchestre de ce type, alors nous devons aussi en avoir un, pour être sur un pied d'égalité, pour que nos troupes ne perdent pas le moral, qu'elles se sentent motivées et fières que nous ayons aussi un orchestre de ce type. Nous ne sommes inférieurs à personne. Auparavant, les dromadaires étaient utilisés pour transporter eau, essence et troupes dans le désert, près de la frontière indienne. Mais des centaines d'entre eux ont perdu leur raison d'être avec l'avènement des véhicules tout-terrain. L'idée est ainsi née l'année dernière de leur mettre des musiciens sur le dos. Le sous-officier Mohammad Iqbal a été chargé d'entraîner les hommes et leurs montures. Ce n'est pas un boulot facile du tout, ni pour le cavalier, ni pour le musicien, qui sont tous les deux assis sur le dromadaire et doivent contrôler la mélodie et l'instrument. C'est encore moins facile quand nous défilons, parce que ça bouge beaucoup quand la bête avance. 170 dromadaires habitent et s'entraînent dans cette ferme qui est aussi une base militaire. Mâles et femelles sont logés séparément et tous doivent être choyés et surveillés de près.
C'est un travail compliqué de s'occuper des dromadaires, de les emmener paître, les nourrir le soir et toujours garder un œil sur eux. Ils peuvent facilement se battre, ce qui entraîne des blessures. L'orchestre a joué ses premières notes en public en mars dernier à Islamabad, la capitale, lors de la journée nationale pakistanaise. Ses membres ont hâte de montrer leur savoir-faire ailleurs, chez eux comme à l'étranger. Reste à savoir si les bêtes, elles, ont la même soif de réussite. Un Nigérian gagne le championnat du monde de Scrabble en anglais et devient le premier Africain à remporter ce titre. Au Zimbabwe, le titre de Mr. Mosh 2015 décerné à Maison Serrée qui a été élu homme le plus laid dans ce pays. Regardez. Un Nigérian devient le premier Africain à gagner le championnat du monde de Scrabble en anglais à Sydney. Âgé de 32 ans, Wellington Jigere peut être fier de la prouesse réalisée le week-end dernier en battant par 4-0 l'anglais Lewis McKay lors du championnat organisé à Perth par l'Association mondiale des joueurs de Scrabble de langue anglaise qui a mis aux prises plus de 120 participants. En effet, ayant lutté pendant près de 4 jours afin de maintenir sa place dans le jeu, devant des candidats aussi coriaces, l'Africain aura certainement eu beaucoup plus de chances que les autres pour en être le vainqueur. C'était très excitant et très intriguant. Dieu merci, tout s'est très bien passé. Ça demande énormément de pratique et d'études. Ça fait 15 ans que j'y joue et ça n'a pas été très facile. Mais on y est arrivé. La prochaine étape est de consolider. Devenir champion du monde, c'est une chose, mais le rester, c'est encore une autre chose. L'essentiel maintenant, c'est de maintenir ce que j'ai accompli. Le meilleur score que j'ai eu avec un seul mot est 135, avec le mot Cozning. C-O-Z-E-N-I-N-G. Le Nigeria, ancienne colonie britannique, avait 6 ressortissants bien préparés et engagés dans le championnat pour représenter l'Afrique. Une équipe nigérienne qui a bien failli ne jamais participer au championnat où ils ne sont arrivés que la veille du début en raison de difficultés à obtenir leur visa. Compétition qui célèbre la beauté dans la laideur, c'est au Zimbabwe que l'on peut désormais retrouver ce genre d'initiative. En effet, le Zimbabwéen Maison Serrée a été élu dans la nuit de vendredi à samedi dernier homme le plus laid du pays, devant 5 autres participants, dont le triple tenant du titre de cet anti-concours de beauté organisé à Harare. Pour le jury prenant part à cette initiative, quoi de plus facile que de distinguer ce qui peut sembler laid sur le visage pour en élire un gagnant. Le nom du concours est Mr. Moche et la définition de moche selon le dictionnaire Colin est désagréable à l'œil. Et nous recherchons cela, quelque chose de désagréable à l'œil, c'était le critère que nous avions utilisé et nous recherchons également quelque chose d'unique. Si pour les candidats, participer à ce concours ne constitue pas une gêne, Maison Serrée, actuel détenteur du titre Mr. Moche et d'un chèque de $500 pour sa victoire, exprime aisément sa joie d'avoir été élu devant William Masvinou, ancien détenteur de ce titre. Je veux remercier Dieu pour m'avoir permis de remporter ce titre et remercier aussi les juges de m'avoir élu. La dernière fois, j'ai terminé 4e, je n'ai rien eu. Et aujourd'hui, je peux remercier mon Créateur Dieu. S'il vous manque les dents de devant, cela ne fait pas de vous quelqu'un de moche. Il vous faut être moche de naissance. Je n'ai pas perdu, je suis toujours le premier, il faut refaire le concours. L'organisateur David Moshowa, qui a lancé l'élection de Mr. Moche en 2012, a salué une édition réussie et n'a pas caché ses ambitions pour la tenue d'une élection mondiale. Cette fois, partons pour le Gabon, les escales documentaires de Libreville, organisées par l'Institut national de l'image et du son et l'Institut français du Gabon, qui donnent du ton
à Libreville du 23 au 29 novembre sur des ateliers et des projections des films documentaires. Regardez. Organisé par l'Institut gabonais de l'image et du son et l'Institut français du Gabon, les escales documentaires de Libreville célèbrent pour cette année 2015 son 10e anniversaire. Les présents escales documentaires de Libreville, qui célèbrent leur 10e anniversaire et qui vont se mouvoir dans les provinces, tout en posant leurs racines au cœur de la jeunesse de nos lycées et collèges, soit pour nous tous une escale de respiration, en ces moments de tourment où le monde s'interroge. À la culture de la haine et de la mort, posons donc la culture de l'amour et de la vie. Avec une vision panafricaine et mondiale, le Festival du film documentaire compte déjà plus de 200 films présentés et près de 100 réalisateurs invités en 10 ans. Rendez-vous incontournable de la vie culturelle gabonaise, l'événement est une plateforme d'échange et de rencontres, un véritable voyage à travers l'image qui réunit de nombreux acteurs du 7e art et ceux de la communication. Au travers des escales documentaires, avec le premier projet Talent du Gabon, qui a commencé en 2007-2008, l'idée était de présenter des images de la scène culturelle gabonaise, avec les artistes qui avaient été repérés à l'époque, comme Nanette, Libec, Michel Dao, etc. Ensuite, avec les appels à projets, c'était de permettre à de jeunes réalisateurs de réaliser en contact avec des professionnels, de réaliser leur premier projet, leur premier film. Si les escales documentaires ont déjà marqué d'une empreinte l'espace culturel gabonais, l'événement prévu cette année du 23 au 29 novembre 2015 se donne plus de contenu à offrir à son public. Cette année, 23 films documentaires, dont 20 programmés ici, seront projetés. Ils ont été réalisés et ou produits dans 15 pays d'Afrique et d'Europe. Ils sont le reflet de notre monde, enrichissent la vision que nous en avons et incitent à la réflexion et au débat. Ces films abordent notamment, entre autres choses, le conflit entre tradition et modernité, la place des femmes dans les sociétés africaines, la condition d'exilés ou de réfugiés, de racisme, la mémoire collective ou bien encore l'importance de la musique dans notre vie de tous les jours. Je me réjouis également de la poursuite du partenariat noué l'an passé avec les escales documentaires de La Rochelle. 2 films documentaires présentés à l'édition 2014 de ce festival ont trouvé place dans notre programmation de cette année. Il s'agit de Playground d'Emilien Cancé, un film français de 2013 qui a obtenu le prix documentaire jeunesse, et Maximum Pleasure de Katarzyna Trzaka, excusez-moi pour la prononciation, film polonais 2014. Ces 2 films font écho aux 3 documentaires gabonais qui ont été présentés lors de la manifestation rochelaise de cette année et qui sont Sans famille de Pauline Védé, Le Club des silencieux de Nathalie Pontalier et Le perroquet gris d'Antoine Absolomico. Les escales de Libreville ne se résument pas à la projection des films que vous allez voir tout au long de cette semaine. C'est également un moment propice aux rencontres entre le public et les réalisateurs, ainsi qu'aux échanges professionnels. Pour le public venu nombreux, les escales documentaires de Libreville ont ouvert sur 2 projections. D'abord, le film sur l'histoire de la vie du capitaine Tchoréré, réalisé par Jackie Moifo, et le film L'Africain qui voulait voler, réalisé par Samantha Bifo. C'est au quartier Glace que Charles Junior balbutie ses premiers mots. À l'âge de 8 ans, il intègre l'Institut Montfort tenu par les frères Gabriel, missionnaires français. Je vais vous dire, ce film est arrivé à ce festival par hasard. Je gagne un prix avec ce documentaire-là, quelque part au Cameroun. J'arrive à Libreville, je le présente à la Fondation Tchoréré, dont Robin Tchoréré est le président. Je vais le présenter aussi au consul général de France, Étienne Léandre, qui a été rappelé. Et il est impressionné par le film et il me dit il faut que Madame Deschamps le voie. C'est comme ça que mon film a atterri dans cette maison. Et Madame Deschamps le voit, il faut qu'il passe à ce... Voilà, de fil à aiguille, comment les choses sont arrivées. Je n'ai pas calculé, c'est pas parce que le capitaine Tchoréré était d'origine gabonaise que je me trouve là, non du tout. J'ai gagné 2 prix déjà au Cameroun avec ce documentaire-là et il est aussi présenté à notre festival ailleurs déjà.
Dans l'ensemble, il est très comme on le voit à la télé, donc il est très nature, il aime beaucoup rire. Bon, après, parfois, il pouvait être... c'était compliqué parfois qu'il s'ouvre. On a dû vraiment travailler sur lui parce que justement, comme il est à fond dans les arts martiaux, qu'il a une mentalité très africaine, en même temps une mentalité très chinoise, il est du genre à beaucoup contrôler ses émotions, donc c'était compliqué d'avoir du vrai Luke parce que t'as l'impression que c'est Superman, que rien ne l'atteint, que rien ne le touche, que... Je dis non, mais il y a un moment, il faut que tu sois... Et il avait du mal à sourire parce que pour lui, c'est presque vu comme une faiblesse de parler de ses souffrances, donc c'est peut-être le seul problème que j'ai eu, mais sinon dans l'ensemble c'était une super aventure de tourner avec lui en Chine et voilà. Et puis comme il est chinois, on n'a eu aucun problème parce qu'il connaît tout de la Chine et la langue, la culture, comment c'est débrouillé. Donc Au sortir de ces 2 projections, émotion et satisfaction étaient au rendez-vous pour les festivaliers ayant pris part à cette cérémonie d'ouverture. Tout ce qui a été dit ce soir en termes de témoignages relève de l'ambition d'une semaine qui sera assez époustouflante. Elle a commencé avec un atelier justement sur la critique cinématographique. Et puis les films qui ont été diffusés ce soir donnent le ton de la mémoire, le ton aussi de ce regard transversal sur des questions humanitaires également, qui nous touchent, mais qui sont aussi des questions abordées sur la mémoire collective, la mémoire du Gabon. C'est le premier festival documentaire auquel j'assiste et je pense que c'est une initiative à encourager parce que ça permet à nous autres de voir ce que les autres africains font en termes de films documentaires. Surtout qu'aujourd'hui le film documentaire c'est un genre qui n'est pas toujours maîtrisé par tout le monde. Et pour moi c'est une joie de venir vivre pendant une semaine cette diversité dans les genres. Déjà ce soir, j'ai pu voir ces 2 films qui me touchent énormément. Et ça montre donc que je ne regretterai pas d'être venu. Je ne pense pas, mais déjà c'est une très grande joie d'être là. Mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Parce que lorsque un bébé naît, il faut qu'on le nourrisse, qu'il grandisse, qu'il vive et qu'il perdure. L'enjeu d'un tel événement, c'est d'abord une célébration, parce qu'arriver à 10 années de réalisation d'un festival d'une telle envergure, c'est une satisfaction. Le second enjeu, c'est demain, c'est-à-dire que ce festival, le meilleur, qu'on fasse en sorte que le meilleur soit pour demain. Quand je dis demain, je vais exprimer ici le fait que ça soit perpétuel. L'affrontement est sans pitié. En Thaïlande, les combats de coqs sont une tradition vieille de plusieurs siècles et encore bien vivante. Chaque mois, ils sont des milliers à venir dans ce stade de la banlieue de Bangkok pour parier sur leur champion. Tout le monde aime les combats de coqs, on ne trouve pas ça violent, c'est comme un sport. Un sport avec des règles et des rounds. Les champions sont entraînés et soignés. On leur taille même les ergots pour éviter les blessures. C'est un sport qui va en quelque sorte avec la nature de l'animal. Ils se battraient de toute façon, même si on ne les entraînait pas. Loin des arènes officielles, les combats clandestins ont aussi un public. Ils sont tolérés par les autorités, à condition, disent-elles, que les bêtes ne soient pas victimes de cruauté. On a des combats de coqs depuis longtemps, c'est la culture locale. Les différentes régions ont chacune leur espèce qu'ils emmènent au combat. Mais pour les défenseurs des animaux, la tradition ne justifie pas tout. On a interdit l'esclavage, les drogues, on essaye d'arrêter la prostitution. Mais en Thaïlande, il suffit d'évoquer la tradition pour pouvoir s'en tirer et continuer à faire des choses mauvaises, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Les coqs les plus combatifs peuvent se vendre plusieurs dizaines de milliers d'euros et les gains des paris dépassaient parfois les centaines de milliers d'euros. Ces combats devraient donc continuer en Thaïlande, comme dans plus d'une vingtaine d'autres pays où ils sont légaux ou tolérés. C'est le cas par exemple dans plusieurs régions françaises.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Culture 7 le mag s'achève pour ce numéro. Je vous donne un prochain rendez-vous et bien sûr sur un prochain numéro de Culture 7 le mag. A très bientôt et surtout restez câblés au programme de Canal 7.